Vous m'entendez bien là, ça va, c'est pas trop fort. Comme Selma, franchement, ça fait plaisir de voir autant de camarades, bon, même si on n'est pas tous et toutes membres de la même organisation, mais dans le sens de la défense des intérêts d'une même classe. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, le camp d'en face, il a conscience de ses intérêts, et comme ça a été expliqué par les camarades, il y a une course de vitesse qui va s'engager avec eux. Je veux dire, la guerre de classe, consciemment, qu'ils vont mener, la guerre sociale qu'ils vont intensifier, la guerre qu'ils préparent, tout court, elle, si on n'y fait pas face, si on ne s'organise pas, si on ne saisit pas toutes les occasions, elle va emporter en réalité l'ensemble de l'humanité. On a été pris, comme ça a été rappelé, j'interviens dans la boîte, j'interviens à la poste, malgré le fait d'être licencié. Et de fait, on se bagarre sur des questions quotidiennes qui sont des questions de suppression d'emplois, de conditions de travail détériorées. Et ces bagarres et ces bras de fer, c'est vrai qu'ils occupent du temps, de l'énergie. Et j'avais pas suffisamment pris le temps de lire ce qui nous prépare, ces bourgeois, ces capitalistes, y compris de ne pas faire attention à des déclarations extrêmement graves faites par des gens qu'il faut qu'on connaisse pour mieux pouvoir les combattre. Il y a un gars là, il s'appelle Mark Rutte. C'est l'ancien Premier ministre néerlandais, un as des as des politiques austéritaires dans son pays. Ils lui ont fait un tapis rouge, maintenant il est secrétaire général de l'OTAN. Ça fait un bon CV en termes d'ennemis de classe. Il nous a fait, le 13 janvier, une déclaration tonitruante, mais qui met en fait la barre là où elle est pour nous. La course de vitesse là où elle est pour nous. Si vous n'allouez pas, puisque vous savez que Trump est arrivé, il a dit maintenant, fini les blagues. Hein, l'Europe, les bourgeoisies européennes, Macron, l'Allemagne, les dépenses militaires, va falloir passer de 2 à 5% pour le PIB. Et le secrétaire général de l'OTAN qui explique le monde libre, notre allié, dit si vous n'allouez pas beaucoup plus d'argent aux besoins militaires que les 2% actuels du PIB, vous devez apprendre le russe dans 4 ou 5 ans. Ou aller vivre en Nouvelle-Zélande. Sympa les rapports dans le monde libre. Sympa les rapports au sein de l'OTAN. Alors, quand on lit ça, quand on écoute ça, c'est vrai que ça donne envie de leur faire la guerre à tous ces impérialistes. C'est vrai que ça donne envie de s'organiser, de se regrouper pour leur mener la guerre, une guerre de classe, dirigée par notre classe, contre tous ces impérialistes. Il faut qu'on se rende compte, allouer non plus 2%, mais 5% du PIB, c'est ce que demande Trump, aux armées, signifie en fait une hausse annuelle de 516 milliards à PIB constant. Et pour la France, rien que pour la France, une hausse de 90 milliards d'euros. Alors, ils sont magnifiques, hein, les capitalistes et les impérialistes. Ils mènent leur guerre pour leur profit. C'est toujours nos morts. Rappelons-nous, hein, c'était un bilan sorti par le Wall Street Journal en septembre, qui parlait d'1 million de morts et de blessés ukrainiens et russes en septembre dernier. Parce que les guerres, on le voit en Palestine, en Ukraine, en Russie, ce sont les morts de notre classe. Ce n'est pas les fils des Arnaud, des Bettencourt ou des Musk qui vont faire la guerre, qui vont mourir. On entend des éditorialistes là nous expliquer « Moi j'irai, pas de problème ». Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui en pâtissent, les enfants et fils d'ouvriers et d'ouvrières qui en pâtissent. Ce sont leurs guerres, ce sont nos morts.
mais en plus, ils veulent qu'on paye ces guerres. Et là, le lien direct avec le développement de ces guerres impérialistes, c'est celle de mener ici des guerres sociales qui vont avoir une violence énorme. Ce que disait le camarade de Rennes par rapport au budget. Mais je veux dire, ces slogans qu'on a vu fleurir dans les assemblées générales, dans les manifs, pas de fric pour l'armée, mais pour l'éducation. Ces choix-là vont se faire de cette manière-là. Mais en réalité, il va falloir y compris aller plus loin. On ne va pas faire la guerre, on ne va pas mener cette guerre sociale contre notre classe pour leur profit, pour leur bénéfice. Et on ne le fera pas en notre nom, ces guerres impérialistes et ces guerres capitalistes. Voilà où ils mettent la barre. Et face à ça, que nous propose la gauche institutionnelle? Nous, on n'a rien contre les rêves. On est pour rêver, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? Les institutions. Ils nous ont bassinés depuis les élections législatives sur le Premier ministre. Ils avaient gagné les élections législatives, mais ils n'arrivaient jamais à avoir une majorité au Parlement. Ils ont tout concentré, tout, sur la question institutionnelle, désarmant notre classe, désarmant la jeunesse. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste là une discussion entre eux et nous, qui est une discussion platonique, de point de vue, d'analyse de la révolution allemande et de la trahison de la social-démocratie. C'est notre classe qu'ils emmènent dans le mur. C'est notre classe qu'ils emmènent à la guerre. Et face à ça, les directions syndicales vont à un conclave. Alors déjà, franchement, même quand ça sent pas le patron, aller dans un conclave, tu sais direct que c'est pas tes potes, quoi. Enfin, je veux dire, Bayrou, on sait que c'est un dégénéré catho, intégriste, consanguin, mais même aller dans une réunion de ce type, tu sais que c'est pas pour tes potes, pas pour ta classe et pas pour tes collègues. Et voyez comment cette logique déforme. Je ne vais pas le citer parce que j'ai vraiment pas envie de le tailler, mais il l'a dit à Mediapart. Il est en train de négocier pour la CGT. Et c'est un gars qui a fait des grèves, hein, qui a mené des bagarres. Il fait une déclaration à Mediapart où il dit, puisque vous savez que le premier jour, parce que c'est pas mal, hein, la paix sociale, c'est des malins quand même. Hein. Bon, allez, on va faire un petit conclave, on va discuter sur les retraites, voir si on peut ou pas. Bon, après avoir fait des 49.3, en veux-tu, en voilà, maintenant on s'est dit on va discuter. Mais la discussion, elle commence janvier jusqu'à fin mai. Genre, on arrivera comme ça aux élections législatives et surtout, tu vas bien fermer ta bouche. Tu vas rien faire, pas de battre, pas de bagarrer, pas faire grève. Et on a quoi comme représentant de la CGT? Puisque dès le premier jour, même FO dit non, attends, là c'est pas possible, je me barre. Je veux dire, celle qui négocie pour le MEDEF, elle bosse à AXA. Et la discussion sur les retraites, c'est de savoir si tu vas introduire ou pas de la répartition. Pas mal quand même. Conflit d'intérêts, bon je sais pas, faudrait que le droit bourgeois détermine ce qu'il en est, mais en tous les cas c'est clair qu'il y a des conflits d'intérêts énormes. Le copain de la CGT, camarade, dit, après le départ de FO, mais nous, on reste parce qu'il y a des chiffrages intéressants à obtenir. Je sais pas ce que c'était, mais bon. Il nous expliquera. Et surtout parce que claquer la porte, là c'est, je veux dire, c'est une pépite, hein, parce que claquer la porte sans avoir personne dans la rue, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Et continuer à négocier sans personne dans la rue, ça nous apporte quoi? Je veux dire, l'essentiel de l'énergie qui devrait être la nôtre, ça devrait être celle de construire le rapport de force. Comme ça a été dit, il n'y a pas d'esquive possible. On ne va pas pouvoir surmonter l'obstacle qui est celui, effectivement, difficile, de lutte partielle, éclatée, mais la nécessité de regrouper ces luttes et ces bagarres. Le besoin indispensable de remettre au centre la lutte collective face à la politique qui est menée. Et donc, de l'autre côté, eh ben, on
je ne le connaissais pas, mais le président du corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Donc, comme ça te donne une petite légitimité institutionnelle. J'ai une autorité. Tu creuses un peu, en fait, c'est le mec qui a fait le programme de Macron. Mais véridique, c'est le gars qui a fait le programme de Macron. Mais c'est lui qui vient, qui est le président du Conseil d'orientation et qui participe à la négociation. Il s'appelle Gilbert Sett. Et lui, au débat, il dit, vu maintenant ce qui se passe, quand même, faut se défendre, hein. Il dit, les débats autour de la question des retraites sont en passe de devenir secondaires, sinon dérisoires. Et puis, il surenchérit hier, la question deviendra plutôt, alors que la base, les directions syndicales étaient là pour voir si c'était possible d'abroger la loi des retraites de 2023. On lui explique, à ces directions syndicales, aux camarades de la CGT, que la question deviendra plutôt comment augmenter rapidement cet âge au-delà des 64 ans décidé dans la loi de 2023. Voilà où mène en fait la politique institutionnelle de dialogue social, c'est-à-dire de collaboration de classe avec le patronat et la bourgeoisie, lorsque tu esquives des difficultés, mais un chemin qui est indispensable, qui est celui de la construction du rapport de force et celui de l'indépendance de classe et de la construction de cette lutte collective, de ces grèves, de ces manifestations. On sera évidemment le 22 mars pour exprimer tout notre dégoût à l'extrême droite, pour exprimer notre rejet le plus profond à toutes les politiques racistes, dont celles qui ont été menées pendant 40 ans par les gouvernements successifs, à toutes ces entreprises de division. Mais on le dit aussi, il va falloir, évidemment que pour la paix, il faut préparer la révolution. Et ça veut dire se regrouper, s'organiser, défendre une perspective de société différente que nous défendons comme étant celle du communisme. Mais ça veut dire aussi que pour préparer la paix, il va falloir préparer nos luttes, il va falloir préparer nos grèves, il va falloir préparer nos manifestations, il va falloir préparer des mouvements d'ensemble qui permettent de poser la question d'un autre pouvoir, celui du pouvoir des travailleurs et des travailleuses avec la jeunesse. Au lieu de ça, alors vous me direz, bon, c'est facile pour... c'est une victime facile, Raphaël Glucksmann. Bon. Mais il était quand même dans le NFP, quand même. Je veux dire, bon. La bordure droitière, on est d'accord. Lui, pareil, il dit, il y a une leçon à tirer. Oui, Donald Trump, il le kiffe, a raison quand il dit qu'il faut qu'on augmente nos dépenses de défense. Conclusion, va falloir mener une guerre sociale. Et donc, on a 500 milliards. Lui, il est fou, là. Il cherche 500 milliards à trouver pour construire la défense européenne. Ah, il est parti. Mais je ne déconne pas, c'est la fin de sa déclaration. C'est ce dont je m'occupe au Parlement européen. Je veux dire, avec une gauche comme ça, t'as pas besoin de bourgeois, en fait. Ils le sont déjà, et ce sont des capitalistes. Mais tu me diras, que répond à la question du réarmement l'AFI? Une camarade députée, avec qui j'ai mené aussi des bagarres, nous dit, repris par France Info, quant à elle, elle s'est inquiétée du fait que l'augmentation des dépenses militaires profiterait en fin de compte à l'industrie de la défense américaine. Voilà, c'est vachement mieux si c'est Arnaud, Bettencourt, LVMH. Elle poursuit, nous ne sommes pas opposés à ce que la France et l'Europe se réarment. C'est-à-dire que les bourgeois, les capitalistes, aient les moyens de défendre leur politique d'exploitation et d'oppression, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à France Info. Et elle poursuit, la question est la suivante. Si nous dépensons 40 milliards d'euros cette année pour les dépenses d'armement, en équipement militaire, comme l'a très bien expliqué Selma, où iront-ils? Aux États-Unis. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est que l'armée française, dirigée par des patrons et des capitalistes français, s'oppose en fait à l'impérialisme dominant qui est l'impérialisme nord-américain. Nous, on le dit avec force et détermination. On va s'opposer de toute
nos forces internationalistes, communistes et révolutionnaires à cette politique. Et ça passe par revenir. On a l'impression qu'aujourd'hui, y compris auprès de collègues de boulot, que l'armée, ça serait des trucs de ouf, quoi. Je veux dire, on a expliqué, on a réussi à expliquer, qui défend de manière neutre l'intérêt de la majorité de la population, des travailleurs et des travailleuses. Mais je veux dire, l'armée, c'est comme la police en pire. L'armée, c'est comme la police en pire. Ça défend les intérêts d'une minorité. Ça réprime la majorité qui défend ses intérêts de travailleurs et de travailleuses, de ceux et celles qui font tourner cette société. Alors, à tous les arguments, à tous les chiffres, je ne sais pas si le chiffre que cherchait mon camarade de la CGT qui est encore dans ces négociations, vous savez, il nous bassine. On sait enfin que d'ici 2030, il va y avoir un déficit de un peu plus de 10 milliards. Mais ils se foutent de la gueule de qui? Le CAC 40 fait des bénéfices énormes. Alors là, ils se sont mis un peu à chialer parce que par rapport à 2023, les chiffres de 2024, vous savez, c'est toujours un an après que c'est donné. Les chiffres de 2024 sont un peu inférieurs. Mais vous inquiétez pas, les entreprises du CAC 40 ont déjà dit qu'ils allaient augmenter les dividendes des actionnaires pour maintenir au-dessus de ce qui avait été déjà donné en 2024 et qui étaient des chiffres records. Bon, mais on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros qui ont été donnés en dividendes en 2024. Et aujourd'hui, en fait, la différence, elle est entre 2023, 148 milliards d'euros de tout bénéfice, et aujourd'hui, c'est 135 milliards. Ça va quand même. Que vous ayez un peu en tête, c'est que le passage à l'après-Covid, avant le Covid, les CAC 40 ne dépassaient jamais les 100 milliards d'euros de bénéfices. Depuis la fin de la crise Covid, les entreprises du CAC 40 ne se sont jamais aussi bien portées. Autre chiffre qui pourrait être intéressant pour notre camarade, c'est que sans aucune contrepartie, on a filé aux entreprises, en aide publique aux entreprises, sans contrepartie, 173 milliards d'euros. Donc évidemment qu'aujourd'hui, la question essentielle, c'est la question de comment on les exproprie, comment ceux et celles qui produisent tout dans cette société décident de tout, comment en réalité l'argent qui est créé par le travail et non pas par l'exploitation capitaliste revient à ceux et celles qui en réalité font tout tourner. Et c'est la question essentielle. Dans les 30 secondes qui me restent, on n'a pas un boulevard dans les luttes, mais les grèves qui existent à la Poste, à Géodis, à Michelin, victorieuses ou semi-victorieuses, dans l'éducation avec les étudiants et les étudiantes aujourd'hui, tout cela, il faut à la fois nous armer idéologiquement, rester de manière indépendante de la bourgeoisie et des institutions capitalistes, mais chiner partout les possibilités de construire des grèves, des luttes, des bagarres, parce que c'est le seul chemin qui permet véritablement d'en finir avec l'exploitation et l'oppression, d'en finir avec les guerres, qu'elles soient sociales ou tout court. Et c'est le rôle qui est le nôtre aujourd'hui. Et le fait de se réunir et de discuter, c'est le rôle des révolutionnaires. Pas de juste rêver, mais de réaliser nos rêves, de les construire et de mener cette guerre sociale de manière consciente pour l'intérêt de notre classe et de la jeunesse. C'est ça que propose le NPA révolutionnaire. Et on remercie le NPA jeune de le mener de manière concrète dans la jeunesse.